Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette troisième partie de cette rétrospective Disney. On vous a laissé sur plusieurs films qui n'étaient pas forcément les plus intéressants du studio, sauf que cette fois-ci, nous allons arriver sur la période des années 50 avec beaucoup de films, même que des films que vous connaissez, je pense, à savoir notamment Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, La Belle et le Clochard et enfin pour finir La Belle au Bois dormant. Bref, que des gros classiques du studio qui sont vraiment considérés comme l'un des, enfin vraiment les plus connus, je pense, du studio, surtout pour cette période. Je suis toujours accompagné de Cinéphage et de Mélanie. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, Très bien. comme toujours. Oui, toujours. Oui. Vous allez voir que du coup nous allons parcourir du coup cette décennie des années 50 et nous allons commencer tout de suite sans plus tarder avec le premier film de cette décennie, à savoir Cendrillon. Découvre l'amour avec Cendrillon. Aussi magique que vos rêves les plus doux, le grand classique Disney Cendrillon vous entraîne dans sa féerie, en vidéo. Donc Cendrillon, le premier film de cette décennie sorti en 1950 aussi bien aux États-Unis qu'en France. On a rattrapé le retard par rapport aux États-Unis. C'est donc le 14e long métrage des studios Disney et c'est le retour des films de princesse et c'est aussi le retour des films avec une seule trame. On n'est pas sur une série de courts-métrages comme la plupart des films dont on a traité durant les années 40. Et donc Cendrillon, bien sûr, le classique que vous connaissez tous, Cinéphage. Est-ce que tu as quelques petits éléments de contexte à nous donner sur ce film? Bien sûr, on remarquera que souvent dans l'histoire de Disney, une princesse a relancé les finances, on va dire, a apporté un peu de pécule chez Disney. Et là, c'était très très important puisque après une série donc de recueils de courts-métrages qui du coup permettaient au studio de ne pas perdre d'argent, mais pas non plus d'en faire de gros succès, il fallait marquer un grand coup et Cendrillon, on peut le dire, encore une fois, a sauvé les studios Disney. Si Cendrillon avait pas marché, le studio aurait fermé et se serait planté. Cendrillon a été un tel succès qu'il leur a permis du coup à enclencher de nombreux revenus, que ce soit en termes publicitaires, en termes aussi de merchandising, et permettra de financer d'autres productions, que ce soit films, mais aussi de lancer la construction d'un premier parc d'attractions qui n'ouvrira pas tout de suite, mais du coup Cendrillon, on peut dire, vraiment permis à ce que le studio survive et devienne celui qu'on connaît maintenant. Alors, il faut savoir que c'est quand même pas la première adaptation de Cendrillon par Disney. Disney avait déjà fait une adaptation de Cendrillon dans un court-métrage en 1922. Personne ne l'a vu, mais si vous voulez le voir, il est disponible dans le Blu-ray de Cendrillon, peut-être sur Disney+, c'est possible. Il faut aussi savoir que l'enjeu était tellement énorme qu'il a fallu, on va dire, sécuriser au maximum le succès du film, et du coup ils ont mis les petits plats dans les grands, c'est-à-dire que c'est le premier film d'animation de Disney où, pour une fois, l'intégralité du film a été jouée en prise de vue réelle, c'est-à-dire avec des vrais comédiens. Souvent, c'était ceux qui ensuite doublaient les personnages, et en fait, les dessinateurs prenaient ces prises de vue réelles, regardaient comment bougeaient les personnages, ce qui donne un certain dynamisme, ce qui donne quelque chose d'assez réel et crédible à ces personnages humains. Il faut aussi savoir que l'histoire de Cendrillon, c'est très succinct au final. C'est un conte qu'on peut résumer très facilement, et du coup il a fallu gonfler l'histoire avec une intrigue secondaire. Je suppose que vous avez vite identifié à quelle est. C'est autour des chats et des souris. C'est le chat et les souris qui sont totalement absents du conte de Perrault et de la version de Grimm, tout en sachant que Disney s'est autant servi de Perrault que de Grimm, parce que dans Grimm, la marâtre est vraiment très très méchante et du coup ils sont servis de ça. Mais par contre, ils sont aussi beaucoup servis de l'identité de Perrault avec Marie de la Bonne Fée, d'autres idées, je crois, comme les 12 coups de minuit qui pas vraiment, je crois, dans la version de Grimm. Mais Marie de la Bonne Fée qui... en termes d'actrice, était interprétée par Verna Felton. Verna Felton, on va beaucoup en parler ce soir parce qu'elle a doublé Marie de la Bonne Fée, la Reine de Cœur, Tante Sarah, chez Belle et le Clochard. Et ce qu'on peut dire comme petite anecdote qui vous permettra de briller en soirée et verser quelques larmes chez certains, c'est qu'elle est morte le même jour que Disney. Donc on peut dire que Disney est mort le même jour que Marie de la Bonne Fée. Si ça, c'est pas un signe... Voilà. Il y a une femme très importante dans le projet de Cendrillon, une femme qui va même vampiriser un peu ces années 50, va être
présente pendant toutes ces années 50 sans être forcément présente au studio, c'est Mary Blair qui, par ses dessins qui impressionnaient Disney, mettait en place la vision d'un film d'animation, et c'est vraiment elle qui a lancé le style romanesque de Cendrillon. C'est elle qui a beaucoup apporté sur la séquence de bal avec ses grands décors grandiloquents et puis cette nuit bleutée. Enfin voilà, on lui doit beaucoup. C'est une artiste que Disney ne cessera jamais de rendre hommage. Donc on en parle peu maintenant, donc autant rendre à César ce qu'est à César. Mary Blair, qui du coup a lancé l'identité de ce magnifique film d'animation. Très bien, tu peux commencer d'ailleurs sur ce Cendrillon. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais il me semble que tu l'avais en l'occurrence déjà vu, au contraire de ma personne. Ah oui, de toute façon, tous ceux que j'ai vus ce soir, je les ai vus 15 000 fois. On va pas se mentir, je ne saurais même pas te dire la première fois que je les ai vus. Cendrillon, c'est un film qui, je trouve, moi, a beaucoup gagné au revisionnage. Gamin, c'était pas un film d'animation qui me parlait énormément, ou alors surtout c'était la partie avec les souris, puisque le côté princesse m'intéressait pas plus que ça. Mais au final, quand tu grandis, tu te rends compte à quel point l'histoire est magnifiquement bien écrite. Et d'ailleurs, beaucoup de critiques à l'époque et même maintenant sont d'accord pour dire que l'histoire de Cendrillon a un rythme absolument indétrônable. Il est épatant. Et on enchaîne vraiment les moments gaguesques avec les souris du récit principal, avec ces grands élans du coup romantiques. La scène de bal est absolument magnifique, sublime, et rend tout à fait grâce à ces grands décors avec ces grandes portes. Enfin voilà, je trouve que le film est beau. Ça faisait longtemps que pour un Disney on n'avait pas dit waouh, c'est magnifique. Et même encore maintenant. En plus de ça, il y a des personnages qui sont complètement attachants. J'aime beaucoup Cendrillon, mais alors la marâtre, mais j'adore la détester quoi. C'est la pire raclure de Disney quoi. Mais c'est la dernière des saloperies quoi. C'est absolument enfin voilà. Et puis Anastasia et Javotte, d'ailleurs, il y a une séquence assez violente. Le moment où elle déchire sa robe, la manière où c'est réalisé, on voit que je comprends que ça peut impressionner les enfants. Et à côté de ça, on finit sur un final digne d'Hitchcock. Alors, j'avais dit ça et j'étais content de remarquer que dans le making-of, les gens le pensaient aussi. C'est-à-dire que toute cette séquence avec l'ascension en haut de la tour pour aller chercher, délivrer Cendrillon, avec l'ascension de la clé, marche par marche, l'arrivée en haut des marches du chat, Lucifer, et puis une fois que Cendrillon est arrivé et s'apprête à essayer la pantoufle se brise. Tout ça, ce sont des ajouts de Disney, et en fait, c'est tellement bien réalisé que c'est totalement stressant, et on est pris du début jusqu'à la fin. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je pose une. Les termes ont été dits. Est-ce que Mélanie va rejoindre cet avis ou pas? Réponse maintenant. Alors, maintenant, je suis assez d'accord, mais moi, c'est pas mon Disney favori, pas mon princesse favori du tout. Je comprends niveau pourquoi l'engouement autour de ce film, et je comprends pourquoi il a relevé le studio. Je l'ai beaucoup vu petite, et c'est vrai que dans l'animation, il y a une sorte de mouvement que j'aime beaucoup, toute la magie aussi, la paillette. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et c'était assez chouette. Niveau animation, c'était pas mal. Et c'est vrai aussi que c'est, je pense, dans mes souvenirs, un des premiers films à suspense, on va dire, sur la fin. C'est vrai que c'est hyper long. Tu te dis, est-ce qu'ils vont y arriver? Maintenant quand on grandit un peu, on comprend que niveau temporalité, c'est pas toujours faisable, hein, que des souris montent 100 marches. Même plus 500 marches avec une grosse clé, mais... Et les souris ne parlent pas. Quoi? Oui, de toute façon... Ah ouais? C'est vrai. Même si techniquement, ils parlent entre eux. Donc, Oui, c'est vrai qu'ils parlent que entre eux. Et ma scène préférée, c'est la scène de la fabrication de la robe. Alors, je sais que la musique peut être peut-être agaçante avec les souris, mais... Non. Il y a une sorte de fluidité dans les gestes des souris. Je trouve ça hyper intelligent, bien fait. Moi, j'aime beaucoup cette scène. Et je préfère, du coup, les scènes avec les animaux en général. Parce que tous ces grands décors, justement,
que Cinéphage j'aime beaucoup, moi j'ai un peu plus de mal. Je trouve qu'il y a énormément de vide, il y a énormément... tout est grand, et si tu regardes un peu dans le détail, on dirait que ça a été... Enfin, c'est pas très détaillé justement, et je trouve que c'est un peu dommage. Enfin, il y a un plan tout au début sur le château que Cendrillon a la vue à sa fenêtre, et je trouve ça mal fait. Enfin, je trouve que quand c'est très loin, ça manque de détails. On dirait que ça a été dessiné vite fait alors qu'on a un plan entier dessus. Donc, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est peut-être l'époque aussi, mais dans ces histoires de grandeur, de châteaux immenses, tout ça, c'est un peu dommage que ça fasse juste un trait et de la peinture dessus, quoi. Bon. Enfin, c'est mon ressenti après, voilà. C'est un film aussi qui m'avait marqué petite, un peu par la violence, comme t'as dit Cinéphage, par la violence des belles-sœurs, des demi-sœurs. Ma question toujours, c'est pourquoi c'est pas le prince qui va chercher la princesse, chercher Cendrillon et la reconnaître via son visage, quoi. Pourquoi via une chaussure et pas... après, c'est un conte, et oui. Voilà. On pourrait se dire aussi que le duc ne fait peut-être pas toutes les baraques et que le prince en fait d'autres. Tu vois, ils se partagent les tâches. Puis, il y a peut-être beaucoup de femmes qui ont la même pointure aussi, bon. Non, puis... Oui, ça aurait pu qu'il tombe sur une autre et le prince il est là, non, je la connais pas. Il y a une autre incohérence. Mais qui n'est que dans la version de Disney. C'est que certes, ça apporte beaucoup qu'à pantoufle se brise. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Mais du coup, elle te sort une autre pantoufle de sa veste. Mais tu peux dire, mais à quel moment on sait que c'est la même taille? Genre, tu fais, tiens, ma pantoufle, elle me va bien. Oui, c'est normal, c'est ta pantoufle. Parce qu'il y a le côté, une pantoufle de verre, elle brille, courant, quoi. Elle est spéciale, elle est spéciale. Bon, certes, unique. les pantoufles de verre, il n'y en a pas 15 000. Donc, on va dire que ça marche encore. Mais, par contre, c'est hyper violent, aussi, Cendrillon qui s'échappe. Et le duc et tout, avec toute son armée, elle s'échappe, il faut l'attraper et tout. Avec les cavaliers. Pourquoi ils veulent la séquestrer, quoi? Les cavaliers qui sortent de l'enfer, quoi. Tu les vois, mais Dieu, mais... tu te dis, mais pourquoi cette violence, quoi? Alors, oui, voyons. Faut savoir en plus que cette séquence est superbement bien réalisée, parce qu'à chaque coup de carillon, il se passe un événement. Le premier coup, c'est Cendrillon qui réalise. Le deuxième coup, elle monte dans le carrosse. Dans le troisième coup, le carrosse commence à partir. En fait, il y a tout le temps quelque chose qui se passe à chaque coup. C'est impressionnant. En fait, il y a beaucoup de choses de bien dans Cendrillon, sauf le côté gnangnan de princesse, quoi. Même si, rendons grâce à la voix de Dominique Poulain en VF, qui je trouve à une niveau les plus douces. Enfin, je trouve qu'elle est... c'est du miel dans les oreilles, quoi. Même l'horloge me donne des ordres. Mais jamais personne ne pourra m'interdire de rêver. Moi, je dirais que, bizarrement, j'ai pas trop... Alors oui, c'est effectivement un peu niais sur les bords, mais ça m'a beaucoup moins dérangé que sur d'autres films. Parce que certes, il y a un peu le caractère de Cendrillon qui fait que, voilà, elle est très posée, optimiste, etc. Mais pour le coup, ça faisait à peu près naturel. Ça faisait pas non plus totalement nunuche, quoi. Je trouvais que ça avait un vrai côté un petit peu plus juste. Oui, c'est une femme gentille, quoi, c'est tout. Donc déjà c'était plutôt bien, et puis là où le film est plutôt réussi à mon sens, c'est qu'il contrebalance ces moments féeriques avec ces moments où justement on avait parlé de brutalité, de violence presque, avec rien qu'à d'avoir des personnages aussi détestables et horribles que la mère et les deux sœurs de Cendrillon, qui sont vraiment je pense dans le top du top des personnages les plus détestables de chez Disney. Ah ouais. Mais tellement bien fait, parce que vraiment, t'as envie de les... Ah, moi, c'est les sœurs surtout, j'en peux plus, hein. C'est, franchement, horrible. c'est horrible. Mais vraiment, c'est très bien fait, justement, tous ces passages qui te montrent ses sœurs, qui lui montrent arracher sa robe, etc., ça fait que j'accepte beaucoup plus facilement le côté optimiste, parce que j'ai l'impression qu'il sort pas de nulle part. Il y a eu une évolution, il y a eu... c'est pas juste comme ça gratuitement qu'ils le font, il y a eu dans le scénario quelque chose qui fait que j'accepte beaucoup plus facilement. Et encore une fois, je trouve pas non plus que c'est trop exagéré dans le côté niais, ce qui fait que j'ai vraiment apprécié le film. Je me suis dit, bon, franchement, c'est plutôt bien raconté. Et évidemment, si on cherche la petite bête, effectivement, il y a peut-être quelques 2-3 incohérences, mais bon, franchement, on passe très vite fait dessus parce que ça reste un conte après tout, donc faut accepter. On peut réussir à accepter cela sans trop de problème. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Alors, effectivement, maintenant que tu le dis que ça a été rajouté pour combler le scénario, ça me choque pas parce qu'effectivement, toutes les parties avec le chat et les souris, bon, ils sont pas trop mal faits, hein.
Mais bon, ça, c'est pas les passages les plus palpitants ou intéressants. C'est comme Blanche-Neige avec les nains. Voilà. T'es obligé de remplir un petit peu, quoi. Après, malheureusement, je trouve c'est l'un des petits défauts qui sont un peu récurrents, je trouve, dans la plupart des films de cette période, c'est qu'il y a souvent un peu ce côté où il y a 2-3 scènes où tu sens que c'est fait surtout pour atteindre une durée d'1h15, 1h20. Et qu'en vrai, si tu l'as retiré, le film tient encore debout, quoi. Il y a pas trop de problème. Donc après, c'est encore une fois pas dramatique. En soi, les scènes restent bien faites, donc pourquoi pas. Donc j'avoue que les voix des souris. Pauvre Cendrillon, dès qu'elle peut se reposer, les harpies se mettent à brailler. Extrêmement aigu, limite modifié à l'ordinateur. J'avais l'impression que c'était, parce qu'en plus vu que c'est sûrement un nouveau redoublage, je suppose, pour les versions qu'il y a sur Disney+ notamment. Je me demande s'ils ont pas artificiellement modifié leur voix pour que ça atteigne vraiment à un truc. Alors, Non, le doublage que t'as sur Disney. Je connais une nana qui sait faire les voix des souris. Non, puis le doublage qu'on a sur Disney, c'est le dernier qui est en date, c'est celui des années 90. C'est celui que nous, on a grandi avec les VHS. De toute façon, le premier doublage, je pense qu'il doit être quasiment impossible à retrouver maintenant. En tout cas, c'est vrai que autant la plupart du temps se passait, autant quand il commençait à chanter vraiment très aigu, j'ai l'impression d'être dans Alvin and Chickman, c'était très peu agréable de mon côté. Ah, c'est pas ce point des champions. Oh si, machin. oh, si. Quand même. Mais Jack Jack, il est marrant quand même. Giz. Ah ouais, Jack. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Ils sont marrants. Le petit jet donné. Le petit jet donné. Bon, et quelle est la morale du coup de Cendrillon? C'est laisse-toi marcher dessus, un prince viendra te marier, c'est ça? C'est continuer d'y croire. Voilà, ne cesse jamais de croire en tes rêves. Ben oui. Et surtout, si tu ne bouges pas, tes rêves vont pas se réaliser. Et il faut essayer d'agir. Sur l'opportunité d'aller à un bal. Voilà. Et avoir une marraine. Faut aussi être magnifique. Oui, il faut quand même avoir une marraine qui t'arrange la robe. Oui, bon. Oui, la marraine, oui. Mais c'est vrai que j'ai quand même apprécié le côté où, effectivement, certes, c'est à la limite du niais, mais je trouve vraiment que c'est très bien fait dans le film et que le film reste très agréable même encore aujourd'hui. Et j'ai vraiment bien apprécié le visionnage. L'animation, j'ai trouvé très jolie également. La musique, pour le coup, c'est pas un défaut dans ce film-là, mais c'est vrai que à force de voir les mêmes films, ça commence beaucoup à se ressembler dans les orchestrations, on va dire. Mais dans ce film-là, par contre, c'était l'un de ceux qui était le plus agréable à écouter, clairement. Donc, de mon côté, non, clairement, Cendrillon, je pense que c'est même le film que j'ai préféré dans la sélection de ce soir, enfin d'aujourd'hui. Parce que, oui, c'est un film qui est assez complet. Il y a de tout, il y a des personnages attachants, des personnages détestables, il y a des personnages qui sont mémorables, il y a des scènes mémorables, une musique, tout ça, drôle, émouvant peut-être, pourquoi pas. Enfin... Mais la marâtre, je repense encore, mais cette séquence où elle est dans le lit en disant « Le tapis, nettoie-le !» Les fenêtres, nettoie-les !» elle est vraiment effrayante et pour le coup, elle ressemble énormément à l'actrice qui l'a interprété et qui interprétera plus tard aussi Maléfique. T'as envie de dire, quand t'as trouvé une méchante, tu la gardes, quoi. Que je retrouve son nom quand même, c'est Eleanor Audley. Elle a dû être ravie de jouer toutes les méchantes. Marie de la Bonne Fée, il y a un truc, je ne peux plus m'empêcher de remarquer ça, c'est que quand elle transforme la citrouille en carrosse, si vous regardez bien sur le plan, elle fige. En fait, elle fige comme ça. Avec le bras, avec la baguette. Et en fait, t'as l'impression qu'elle s'est cassé le dos, tu sais, en donnant un sort au carrosse. Donc, vous qui regardez l'émission, vous allez voir l'image maintenant, puisque Cinéchaud va la retrouver. Si j'y arrive, ouais. Ah non, mais ça dure 5 secondes où elle est comme ça. Et tu sens que c'est... T'as tout le reste qui bouge et elle est... non. Tu vois, c'est... Ah bah là, je vais être obligé de le retrouver vu qu'on tu insistes dessus. Un bagot, tu vois. Ah, faudrait que je le retrouve. Dans tous les cas, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que ce film-là est clairement validé. L'un des grands classiques de chez Disney qui, même encore aujourd'hui, reste très agréable à regarder et qui a très très bien vieilli. Donc c'est un must-see, si je puis dire. Mais d'ailleurs, on remarquera quand même que ceux qu'on parle ce soir, en termes visuels, vieillissent très très bien. C'est des films qui sortiraient maintenant, on dirait pas « Oh là là, c'est moche ». Surtout certains spécifiques. Sauf La Belle au Bois dormant. Mais on en reparle. Ça va chier. Alors, je suis à moitié d'accord, mais on en reparlera.
Bon, du coup, nous allons passer au 15e film d'animation Disney sorti en 1951, à savoir Alice au pays des merveilles. Donc Alice au pays des merveilles, sorti en 1951, dont sa production a commencé dès à la fin des années 1930, sauf que à cause de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ça a pris du retard et ça a finalement sorti une dizaine d'années plus tard. Et d'ailleurs à la base ça devait être un mélange entre animation et prise de vue réelle, avec il me semble Mary Pickford dans le rôle titre. Et donc, il reste un vinyle. Comment? Il reste un vinyle, un vinyle de ce projet, apparemment. Il y a plusieurs chansons qui ont été composées, aucune n'a été gardée. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce film avant d'en parler plus en détail? Eh ben, comme tu l'as si bien dit, et comme Cendrillon, c'est deux films qui ont commencé leur pré-production en 1938, donc très peu de temps après Blanche-Neige. Et tu comprends très rapidement pourquoi. Hein, c'est que une fois que Blanche-Neige a réussi, tu réalises des comptes et tu fais on va commencer ça, on va commencer ça, on va commencer ça. C'est vite fait, quoi. Bon, là, on est dans une adaptation de Lewis Carroll. Faut savoir qu'à l'époque, le roman est déjà tombé dans le domaine public. C'est fort pratique. Là, Paramount fait son adaptation. Et même Disney, très très tôt, en 1920, développe une série de courts-métrages qui s'appelle Alice Comedies, où on a une fillette, mais en prise de vue réelle, mélangée du coup dans un décor d'animation. Tu as parlé du fait qu'à la base, ça devait être aussi un film en mélangeant prise de vue réelle et animation. Ça a duré jusqu'en 1945, avant qu'ils se disent, non, au final, quand on va reprendre le truc, on va faire un film d'animation complet. Il faut aussi savoir une chose, c'est que Disney ne voulait pas le faire. Disney ne voulait pas le faire parce qu'il sentait que cette histoire ne lui permettait pas de développer ses talents de conteur. Le problème étant que le récit est tellement décousu dans le roman de Lewis Carroll qu'ils ont été obligés de mélanger du coup des éléments du premier roman et aussi du deuxième que tout le monde connaît, qui est de l'autre côté du miroir. Parce que les personnages de Tweedledee et Tweedledum ne viennent que du deuxième roman. Donc du coup, Disney ne voulait pas le faire. Alors c'est très amusant parce qu'ils ne le disent pas dans le making-of du film, mais dans le making-of de La Belle et le Clochard, les gens vous diront Disney voulait pas faire Alice au Pays des Merveilles. C'est les dessinateurs qui l'ont forcé à le faire parce que pour eux, ça pouvait être un challenge, un défi. Ils voulaient mettre à l'image, à l'écran, l'univers de Lewis Carroll. Là encore, on retrouve Marie Blair qui a beaucoup apporté de sa patte et qui a défini beaucoup des scènes que l'on voit dans le film, en particulier la séquence du tribunal de la Reine de Cœur et aussi tout ce qui est labyrinthe et tout ça. Le design des cartes, on le doit à elle. Je trouve d'ailleurs, on va pas se mentir, que la séquence avec la Reine de Cœur, c'est la meilleure du film. Voilà, on est tous d'accord. Et le film pâtit un peu de cette idée-là, c'est que c'est un film épisodique qui ne fait que enchaîner les petites histoires sans véritablement de lien. C'est un peu ça le problème, mais ça respecte du coup le matériau d'origine. Et à savoir que le projet était tellement gargantuesque qu'il ne savait tellement pas dans quel sens aller que 40 chansons ont été composées, seules 14 demeurent dans le film fini. Et il faut savoir que le film n'a pas été un succès. Il a été tout juste rentable, mais on est loin du gros succès de Cendrillon. Et d'ailleurs, on en reparlera que finalement, les années 50, financièrement, n'étaient pas non plus si fastes que ça, si on reste dans les productions animées. Eh bien, je propose, Mélanie, que tu commences sur ce Alice au Pays des Merveilles. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je le connais depuis longtemps, hein, ce film-là. Je l'ai regardé petite, évidemment. J'étais un peu pour ce film parce que je comprenais rien. Petite, je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait. J'avais juste des images traumatiques, en fait. Voilà. Donc clairement, c'est un film que je ne montrerai pas à des enfants, que ce soit ma plus petite nièce ou voilà, c'est pas vraiment le premier Disney que je recommanderais. Comme a dit Cinéphage, il y a une succession de trucs what the fuck. En plus, quand on grandit, c'est presque malaisant. Certains passages, c'est assez malaisant.
Notamment, je pense au chat avec son grand sourire, qui est un peu le symbole, un peu la mascotte d'Alice au Pays des Merveilles, qui est en fait hyper malaisant et qui fout la merde à la fin. Enfin, il n'a rien de sympathique. Et... De toute façon, personne n'est sympathique avec Alice dans tout le film. Et par contre, oui, pour la scène de la reine, sur la fin, j'ai trouvé ça hyper long. Donc non, moi c'est pas ma partie préférée, surtout qu'après avec le tribunal, etc., ça part littéralement en cacahuète, quoi. Faut pas dire autre chose. Il y a une sorte de montée en pression de « Oh, c'est n'importe quoi, là J'étais là, mais qu'est-ce que je regarde ?» Et on est vraiment un peu « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai toujours eu du mal à comprendre le propos de ce film. Et je propose même de mettre ma tête petite, complètement désabusée face au labyrinthe dans le parc Disneyland. Le voyez maintenant. Oui, maintenant. Avec la bonne fée encore bloquée. Voilà, maintenant. En fait, voilà, il n'y a rien de merveilleux. Il n'y a pas d'émerveillement, il n'y a pas on s'extasie devant un truc, c'est juste bizarre. Et moi, c'est pas un Disney que je conseillerais. Après c'est quand même un marqueur, je trouve, de Disney dans le parc, dans tout ce qui est marchandises, goodies de Disney. Ça revient souvent. C'est quand même un peu incontournable. Mais voilà, moi, c'est clairement pas celui que je préfère. Mon cher cinéphage, partages-tu cet avis? Oui, c'est un dessin animé qui m'a jamais parlé. Pour le coup, même gamin, c'était un peu le passage obligatoire, parce que même gamin, j'étais chiant, je me le faisais dans l'ordre. T'es déjà chiant quand t'étais petit. Ah ouais, j'étais chiant. Mais non, on est samedi, on est le 5 du mois, je regarde Alice. Ouais. C'est un peu ça. Non, en fait, disons que rarement j'ai lancé Alice au Pays des Merveilles quand j'étais gamin par plaisir de le voir. Même si il y a certaines séquences qui impressionnaient, la séquence de la porte, la séquence de la chute aussi dans le terrier, tout ce qui est avec la Reine de Cœur qui m'impressionnait beaucoup étant gamin. Et puis on a aussi ce grand sentiment d'être déboussolé pendant tout le film. Même elle, à un point, quand t'as ce fameux personnage chien-balai qui efface les traces du sentier, tu te dis mais enfin c'était pile poil le moment du film où tu te dis mais ça va jamais se terminer, mais où est-ce qu'on va, j'en peux plus, sortez-moi de là. J'ai beaucoup de mal avec ce film parce que même s'il y a certaines séquences que j'apprécie, je reste tout le temps dans ma place de spectateur. Je suis jamais à fond dans le film. Je suis tout le temps, moi, en train de regarder un dessin animé. Je ne rentre jamais dans cet univers, même si je reconnais qu'il y a quand même du talent à avoir réussi à retranscrire cette impression de rêve, c'est-à-dire cette absence totale de logique et cette perte des repères qu'on ressent aussi nous-mêmes quand on rêve et quand on se réveille, on se dit mais qu'est-ce que c'était que ce truc. Je trouve que ça fonctionne, mais pour autant c'est pas un film d'animation de chevet ou un film qui m'a marqué. Voilà, j'ai envie de dire que c'est une œuvre mineure, mais pas en termes de merchandising, comme disait Mélanie, parce que là, pour le coup, Alice au Pays des Merveilles, c'est énorme. Mais je trouve que, par contre, en termes de développement intrinsèque dans le studio, c'est une œuvre mineure. Et maintenant, de savoir que Disney ne voulait pas le faire, ça explique un petit peu beaucoup de choses. Voilà. Très bien. Moi, je ne vais pas être très original par rapport à vous. J'avoue que moi aussi, j'ai été quelque peu... Je sais pas trop, justement. Je regardais le film devant moi et je me disais... Oui, bon, il y a des idées très sympas et qui sont hyper mémorables, le truc des cartes, le truc de la Reine de Cœur, tout ça, c'est des trucs qui marquent forcément, du chat notamment, mais oui. Jamais je me dis, j'ai trop envie de voir la suite ou quoi, enfin, je ne suis jamais investi dans l'histoire, à n'importe quel moment du film. En fait, j'ai l'impression que ce film, c'est un peu comme les films à court-métrage qu'on avait dans les années 40, sauf que on a mis une trame principale pour faire genre que ça va, il y a quand même un petit fil directeur, sauf que c'est un peu la même structure pour moi. T'as quand même cette idée de plusieurs scénettes au fur et à mesure qui permettent d'avoir un récit un peu complet. Et c'est accentué par le fait que je trouve que Alice n'a presque aucune évolution, en fait, dans le film. Parce que bon, je veux bien voir l'idée de... Si, parce qu'elle est là, je veux voir le lapin, je veux le suivre, je veux aller encore plus loin, et au bout d'un moment, quand elle est dans la forêt, dans le noir, avec le chien balai, les trucs chelous, elle est là, mais je veux juste rentrer, en fait.
Est-ce que c'est une évolution? Je sais pas, mais elle est un peu en mode c'est bon, j'ai compris, j'en ai marre. Voilà. Elle a besoin de la réalité. Elle se rend compte que finalement, et puis c'est le fameux la curiosité est un mélange de fou. Disons que sur le papier pourquoi pas, mais c'est pas la façon dont le film le montre. J'ai pas l'impression que c'est un changement réel du personnage. J'ai plus l'impression qu'en gros sur le moment il se dit oui bah bon je vais peut-être faire attention. Mais j'ai vraiment l'impression que le jour d'après pourrait refaire la même chose, que ça serait pas choquant quoi. Enfin, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec le film, c'est que le personnage principal est certes plutôt sympathique à suivre parce qu'elle a un caractère assez sympa je trouve, cette Alice, mais le problème c'est que ouais l'évolution du personnage n'est pas tellement présente. L'intérêt de chaque scène et c'est plus là pour nous étonner, pour nous surprendre, et ça fonctionne en soi parce que bah oui, il y a quand même des trucs qui sont assez que j'ai rarement vu dans d'autres films d'animation, ce qui fait que ça te marque quand même par des idées visuelles. Mais c'est pas un film où je me dis j'aimerais vraiment le revoir, où j'aimerais vraiment m'intéresser un peu plus en profondeur sur ces personnages ou quoi. C'est un peu comme si j'allais dans un musée en fait. Je suis dans un musée, je regarde une exposition, je fais un truc et je me dis ouais c'est beau, mais je suis dehors. Je suis pas acteur du truc, j'ai pas l'impression d'être investi dans l'histoire. Donc ça fait que même si je peux pas considérer que c'est un mauvais film pour autant parce qu'il y a quand même beaucoup de travail au niveau du visuel et de l'univers, c'est clairement je pense dans ceux dont on va parler ce soir celui qui m'a le moins touché quoi. Enfin ça m'a au-delà d'être touché, le m'a moins fait quelque chose. Ouais, tout simplement. C'est peut-être la réalisation. C'est de la réalisation au final que l'univers de Lewis Carroll, moi, me parle pas en fait. Mais ouais, je me rends compte que les différentes adaptations d'Alice au Pays des Merveilles que j'ai vues, il n'y en a jamais aucune. Enfin, aucune m'a vraiment emballé quoi. Bah, par exemple, je parle de souvenirs anciens parce que ça fait longtemps que j'ai vu le film, mais le remake de Burton, j'ai souvenir qu'il était pas si beau, très très beau en termes d'effets spéciaux. Il était assez perfectible. Ouais. J'avais souvenir que la façon dont il traitait le personnage d'Alice et l'évolution, tout ça, de l'univers, m'avait un peu plus plu de souvenir. Ça correspond plus à un développement d'un Alice de l'autre côté du miroir. Parce que c'est une Alice qui connaît déjà l'univers. Limite, t'as l'impression que c'est une suite au dessin animé. Ah, pour moi, c'est une suite, en fait, du coup. Ouais. D'ailleurs, faut que je vois la suite de l'autre côté du miroir, qui apparemment est très bien. Je l'ai pas vue, apparemment. Elle est meilleure que le premier de Tim Burton. Ok, bah faudrait que je le voie un de ces quatre, mais dans tous les cas, avant que vous ayez quelque chose à rajouter sur ce Alice au Pays des Merveilles, je pense que nous allons pouvoir passer à la suite. Vous l'aurez compris, c'est un film qui possède de réelles idées visuelles et qui vraiment a une identité assez forte, mais qui malheureusement, par son aspect assez, comment dire, peut-être froid d'une certaine manière, pas vraiment au cœur des émotions de ces personnages et le machin. Distant. Distant, ouais, voilà. C'est un peu le mot, on est un petit peu on est un peu à l'extérieur du film, ce qui fait que, voilà, c'est pas un film qui va me marquer, je pense que, vous l'avez dit vous-même, c'est de votre côté non plus. Mais ça reste une œuvre intéressante, par contre, pour ce qu'il a apporté d'un point de vue visuel, et vous l'avez dit, son merchandising de Disney, etc. Ça reste intéressant. Il y a que moi qui trouve horrible la scène des huîtres. Qui se font manger bébé là, c'est horrible. Je crois qu'à ce moment-là, je commençais déjà un petit peu à faire. C'est dans le début, hein, c'est dans le début. Ouais, je sais, hein, mais dès le début, je commençais déjà à être un peu. Tu sais, genre l'univers de Pays des Merveilles était déjà pas assez malaisant qu'ils ont rajouté une histoire de. C'est un peu de l'humour noir. Totally, en fait. Non, pas une Pour moi, il y a de l'humour noir évident dans Alice au Pays des Merveilles. Hein. Je trouve que c'est. Même au niveau du personnage principal, Alice. Il se permettait des choses qu'il se permettait plus après, hein, même dans Cendrillon. Il maltraite Alice d'une force quand même. Ah mais totalement, mais même dans Cendrillon, j'ai repassé 2 fois un dialogue du roi qui à un moment dit c'est le bordel, j'ai fait pardon. À chaque fois que Cinéphage entend une insulte dans un mot, il fait marche arrière. Il est choqué, vraiment. Mais oui, parce que j'étais là, mais dans mes souvenirs, il n'y avait pas de mots comme ça avec Disney, quoi. On se rappelle je sais plus si c'était dans Beauty Cocktail ou un truc où il y avait un salaud. Salaud, Salaud, ils font les gradins. Je vous propose qu'on passe à la suite et nous allons parler de clairement l'un des plus gros morceaux du studio. En tout cas, je pense que c'est l'un de ceux qui l'ont plus marqué les gens, encore plus que Alice au Pays des Merveilles, peut-être même Cendrillon, peut-être. Ça, il y a débat. C'est en tout cas deux univers qui ont beaucoup marqué les gens, et donc nous allons parler du grand classique d'animation Peter Pan. Et pourrais-je te demander où tu as l'intention d'aller ? Envolez-vous pour l'aventure. Nous partons
avec ce grand classique signé Disney, Peter Pan, pour la première fois en vidéo. Donc Peter Pan, sorti en 1953, qui, tout comme Alice au Pays des Merveilles, est une adaptation d'un livre destiné à la jeunesse britannique. Et là encore, l'un des grands films du studio. Cinéphage, peux-tu nous donner quelques petites anecdotes croustillantes sur le sujet ? Bien sûr. Alors Peter Pan, comme Alice et comme Cendrillon, sa pré-production a été lancée en 1938 puisque c'est une œuvre qui a beaucoup marqué le jeune Walt Disney, puisque quand il était gamin, il a assisté à une représentation théâtrale de Peter Pan, parce que Peter Pan s'est avant tout fait connaître pour ses représentations théâtrales. Et d'ailleurs, représentation théâtrale où le personnage était très souvent incarné par une femme. Et d'ailleurs, la version Disney de Peter Pan, c'est la première fois où on a une adaptation du roman avec un garçon qui incarne Peter Pan. Enfin, ça ressemble à un garçon, et en plus, c'est un garçon qui incarne le personnage, et pas n'importe lequel, puisque c'est le fameux Bobby Driscoll, lequel nous avons parlé dans l'émission précédente, et ici, il trouve son dernier rôle chez Disney. Ensuite, il enchaînera, hélas, les déconvenus et sombrera dans la drogue et l'alcool avant de mourir très très jeune, dans une trentaine d'années. Voilà, magnifique destin. Merci Disney. Disney était fasciné par cette histoire, et il faut savoir quand même que le film a fait partie de la compétition officielle du Festival de Cannes en 1953. Salué par une partie de la critique, détruit par une partie de l'autre critique, j'ai envie de dire, comme tout film présenté à Cannes. Une fois qu'il sera sorti en salle, il sera grandement acclamé. Concernant son animation, là on retrouve aussi Mary Blair qui signe son dernier travail chez Disney. En tout cas la dernière production où elle était encore présente dans les studios avant qu'elle parte, et on lui doit aussi beaucoup les designs de la lagune des sirènes, et il me semble un peu aussi les décors londoniens, d'ailleurs décors londoniens que je trouve parfaitement réussi, très très magnifique, et qui installe vraiment une ambiance. Décor londonien, on retrouve du coup la famille des Darling, et dont il faut reconnaître une particularité, c'est que le père des Darling en VO est doublé par la même personne que le capitaine Crochet, Hans Conried, ce qui tend à développer cette idée que finalement entre le capitaine Crochet et le père Darling, finalement c'est deux faces d'une même pièce. Et il n'y a qu'un crochet. Oui, il n'y a qu'un crochet différent, oui, bien sûr. Et je reviendrai un petit peu plus tard parce que je pense avoir une théorie de pourquoi le film fonctionne quand même encore maintenant. J'ai beaucoup réfléchi. En fait, le film m'a beaucoup fait cogiter. Et du coup, Hans Conried jouait le capitaine Crochet et le père Darling en doublage, mais encore aussi en prise de vue réelle, puisque après Cendrillon, après Alice au Pays des Merveilles, on continue encore les prises de vue réelles. Et qu'est-ce que j'aurais aussi comme anecdote pour finir ? Eh bien, c'est également le dernier film d'animation où les 9 sages, The Nine Wise Men de Disney, ont travaillé ensemble. Voilà. C'est donc la fin d'une époque, et c'est aussi le dernier film distribué par la RKO. En effet, c'est ça qu'on en parlera juste après, mais effectivement, Disney va créer sa propre boîte de distribution. Je vais commencer sur ce Peter Pan. Alors, c'est l'un de ceux dont on va en parler sur Terre, même le seul, je pense, où je suis quasiment sûr de l'avoir vu étant petit. J'ai quand même des souvenirs. Alors moi, je vous avoue que le souvenir que j'ai, c'est surtout une phrase, mais c'est pas à cause du film en lui-même. Je sais pas si, je pense que oui, parce que vous avez eu sûrement des DVD, mais il y avait un générique Disney où il y avait tout le temps lors du début une présentation de tous les films Disney avec un logo, etc. Il y avait toujours le "Nous partons" de Peter Pan. Après, il y avait une musique qui se lançait. Bah, c'est surtout ça que moi je me rappelle par cœur parce que j'avais tout le temps dans mes DVD. Donc ça m'avait marqué. En avant les amis, nous partons. Et du coup, je l'ai vraiment quasiment presque redécouvert parce qu'honnêtement, je n'avais pas non plus énormément de souvenirs. Alors, tu m'as réactivé un souvenir, purée. Ah oui, je t'ai réactivé un souvenir là. Oui, c'est que nous, dans les VHS, on avait ça, mais on avait aussi les pubs Disneyland avec la petite fille qui allait avec son grand-père à Disneyland. Je sais pas si t'en souviens, Mélanie. Et il y avait un truc absolument... limite triste de voir ça. Tu sentais limite que, je sais pas, le grand-père allait claquer à la fin de la pub. Enfin, j'en sais rien. Il y avait quelque chose de très mélancolique et triste. Et Ciné Chaud, justement, a retrouvé la pub et vous allez pouvoir la voir maintenant. 61. 53.
Je sais pas quel âge il a, grand-père. Mais aujourd'hui, il a l'air d'être plus jeune. Voilà. Et Ciné-Choix retrouve Avatar 3 pour le voir maintenant. Voilà. Là, c'est compliqué, mais bon. C'est le pouvoir du direct. Après, techniquement, peut-être que au moment où cette vidéo sortira, Avatar 3 sera sorti. Mon Dieu. Mais en l'occurrence, ce Peter Pan, j'ai apprécié quelques éléments, mais j'avoue que je suis un petit peu encore resté en dehors. Moins que sur Alice au Pays des Merveilles pour le coup. Parce qu'il y a quand même une thématique autour de l'enfance, du passage à l'âge adulte et de quelques éléments qui fonctionnent toujours très bien. Et aussi des éléments et des personnages très marquants. Je pense que celui qui m'a le plus fait rire, c'est le crocodile. Voilà. À chaque fois qu'il était là, ça me faisait rire. C'est super drôle. Et puis le cri de Crochet. Surtout quand il fait le... Ah oui. Mais tout le comique qu'il y a avec le Crochet qui crie et le crocodile et ensemble, enfin, c'est génial. Vraiment, ça, c'est le passage là, c'était super. T'es un sadique. Mais évidemment, la musique est géniale. Évidemment que je suis sadique. Avec ses yeux qui ressortent au fur et à mesure de l'eau. Enfin bref, c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait rire. Par contre, ce qui fait que j'ai eu un peu de mal, c'est que j'ai encore cette impression que le film a été un peu rallongé pour que ça tienne 1h15-20, parce que je trouve qu'il y a quelques scènes que je trouve pas forcément, en tout cas trop longues pour ce que ça veut montrer. Moi j'avoue que toutes les scènes avec les frères de Wendy, j'en ai rien à cirer. Je suis désolé, mais vraiment, je comprends. Je trouvais que ça pas grand chose. Ah, bah, il n'y a pas tant que ça, mais il y en a quand même 10 minutes, quoi. 15 minutes, hein, déjà. En fait, après, il y a quand même une cohérence, du coup, parce qu'ils vont chez les Indiens, et en plus, Peter ramène Lily à Tigray chez les Indiens. Donc, il y a quand même une cohérence. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de remplissage. Oui, pour le coup, oui. Ce n'est qu'un ressenti, je ne prétends pas. Oui, c'est un ressenti, mais moi, pour le coup, ça serait plus les gags avec le crocodile, le crochet et mouche qui sont à la rigueur un peu plus longs. Ouais, mais c'est drôle. Peut-être plus longs. Mais qui sont les meilleurs passages. Mais c'est drôle. Ça, c'est sûr. En fait, ouais, je pense que le côté, alors c'est tout le truc du film, donc c'est pour ça que c'est difficile de vraiment lui reprocher. Mais le fait que ce soit le pays imaginaire et que du coup, t'as vraiment plein d'éléments qui sortent un peu de nulle part entre les différentes parties de l'île, etc. Où des fois tu perds un petit peu, tu te dis ouais, ok, bon, pourquoi pas. Mais vu que c'est un pays imaginaire, ce serait un peu con de dire excusez-moi, c'est quand même pas très logique géopolitiquement. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai pas envie de développer là-dessus. Mais ça fait que quand je regardais le film, j'étais un petit peu. Attends, je te coupe 2 secondes. Surtout que j'avais complètement oublié un truc, c'est qu'il y a quand même la crique des cannibales. Tu fais, attendez, il y a des cannibales dans votre pays imaginaire. J'avais oublié ça quand même. Chacun son imaginaire. Mais vous avez pas capté où ils vivent, les enfants perdus? Si, à l'arbre du pendu. C'est Hunger Games ou quoi? C'est glauque. Mais ouais, le côté un peu disparate de l'île et des différents personnages qu'on va suivre avec les frères, avec les machins, avec Crochet aussi à un moment donné qu'on suit un peu pour savoir comment il va piéger Peter, ça fait que je trouvais que le film en termes de rythme était moins réussi que certaines œuvres comme Cendrillon par exemple, qui était un peu plus droit au but quoi. Il est bien construit, efficace. Ça fait que je me suis peut-être un poil ennuyé par moment, mais on peut pas lui enlever qu'il y a des événements très marquants, je veux dire Crochet, Peter Pan, leur dualité, tout ça, enfin bon, tout le monde se rappelle évidemment. La chanson tu t'envoles, que je ne vais pas rechanter parce que sinon vous allez tous avoir dans la tête, mais voilà, si des fois je vais s'en charger. Bien vite, nana. Mais il y a plein d'éléments qui fonctionnent bien, le truc de la poussière de fait de Clochette. Alors Clochette aussi, je n'avais pas souvenir à quel point elle se faisait peu respecter, la pauvre. C'est une psychopathe. Oui, elle est un peu colérique sur les bords. Hein. C'est un petit peu. Là, il y a le film d'horreur sur Peter Pan qui est en préparation. Ça se trouve, ils vont faire un truc sur la fée Clochette. Elle va tuer quelqu'un en le traversant. Elle va aller très vite. Elle va le traverser le corps. Voilà, comment vous gâchez vos films d'enfance. Après, moi, je comprends son état mental à Clochette si elle doit se taper Peter Pan à longueur de journée. Ah, c'est sûr que Peter, c'est pas le personnage le plus sympathique que du monde. Hein. Mais c'est ça le problème, Mélanie, c'est qu'elle se le tape pas. Non, mais elle vit avec, quoi, au quotidien, la pauvre. Ouais. Enfin, elle est pas obligée, mais. J'espère pas tout le temps. Ah bah, moi je supporterais pas une journée, je pense. Ouais.
Mais enfin voilà, c'est un film que j'ai quand même apprécié sur certains éléments, mais j'avoue que je suis pas totalement rentré dedans. J'ai pas trouvé que le film était totalement maîtrisé en termes de rythme, ce qui fait que ouais, je suis un poil resté en dehors. Mais ceci étant dit, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de matière et je comprendrais beaucoup plus pourquoi on apprécie Peter Pan qu'un Alice au Pays des Merveilles un peu plus froid, on va dire, distant. Là où Peter Pan, on peut admettre qu'il a quelque chose de plus palpable, je trouve. Allez, j'enchaîne. Moi, Peter Pan, je pense que c'est vraiment un témoignage de mon évolution un peu. Faut savoir que petite, j'étais hyper fan de Peter Pan. J'avais un déguisement Peter Pan. Je me prenais pour Peter Pan, littéralement, chaque fois que je voyais le film. Et petit à petit, j'ai eu un peu plus d'empathie pour Wendy. Et petit à petit, bah là, une fois adulte, clairement, c'est le plus gros salaud de Disney, alors que c'est le personnage principal et il évolue dans les 5 dernières minutes, on va dire, du film, vraiment rapidement. Et franchement, sinon, tout du long, il est exécrable et je trouve ça dommage et ça donne plus, du coup, envie, moi, là, typiquement, de revoir Peter Pan, ça m'a plus donné envie de revoir Hook, où je trouve, du coup, Robbie Williams bien plus attachant, mais voilà. Après, je trouve que c'est un film typique de ces années-là, c'est-à-dire qu'il y a eu des bruitages à chaque mouvement, à chaque pas, à chaque geste. Typiquement dans l'intro, moi j'aime beaucoup l'intro, la présentation de la famille, la dynamique familiale et tout. Je trouve ça très drôle avec le chien. Et après, au final, c'est plus des moments où quand est-ce que Peter va apprendre la vie. Et je me suis rendu compte même au final que Wendy avait déjà évolué, avait déjà grandi dans sa tête. Hein. C'est la première à vouloir partir du pays imaginaire. Et comme toi, Cinécho, Crochet, c'est vraiment le meilleur. C'est un méchant sans être un méchant. Il est vraiment attachant au final et très drôle. Et Mouche aussi, c'est mes préférés. Même j'aime beaucoup la musique des pirates, l'ambiance. Donc, alors que c'est la fin et qu'ils sont kidnappés, les enfants, ceux qui séquestrés pour attirer Peter, mais ouais. C'est un film qui m'a beaucoup marqué petite et je regrette d'avoir grandi et de trouver tous les défauts, quoi. Et à la fin, j'étais soulagée que Wendy et tout le monde rentrent au final parce que c'est quand même un univers, particulier où en fait, les enfants font n'importe quoi et on voit bien que c'est pas vivable à long terme. Je trouve qu'il fallait un peu de raisonnement, d'être raisonnable justement, et c'est Wendy qui vient apporter ça. Et sauf qu'au bout d'un moment, elle s'en va et que les autres enfants restent. Et voilà, je trouve Peter assez irresponsable en tant que chef du pays imaginaire. Voilà, ça c'est mes analyses de personnages, mais voilà, c'est toujours un Disney qui fonctionne bien, je trouve, qui peut parler aux enfants et voilà, je le trouve quand même assez sympa. Pour finir, Papifage. Moi j'étais un petit peu triste parce que je l'avais revu il y a pas si longtemps que ça, j'avais dû le revoir il y a moins de 5 ans et je m'étais fait la même remarque en me disant tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à ressentir la même magie que j'avais étant gamin, parce qu'étant gamin, vraiment gamin, Peter Pan c'était dans le top 3 facile de mes Disney préférés, quoi. J'adorais le personnage de Peter Pan, j'étais fasciné par cette histoire, j'adorais Hook, ça j'adore toujours. Et maintenant, je me rends compte d'une chose, c'est que je me sens un petit peu plus proche du personnage du Capitaine Crochet, ce qui est inquiétant. Mais on a un peu plus d'attachement vers ce personnage. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être là la réussite du film, finalement, c'est que le film perd de sa magie en grandissant. En fait, c'est peut-être un film qui ne fonctionne que pour les jeunes enfants, et pour les adultes, inévitablement, on va tenter de réfléchir sur les personnages, sur leurs actions, et du coup, ça va un peu nous déranger. Il y a cependant pour moi une théorie qui serait intéressante, c'est que finalement, toute l'histoire ne soit que le rêve de Wendy. Et en fait, du coup, on rentre bien dans ce parcours d'apprentissage, enfin d'émancipation et de devenir une adulte en rencontrant ses idoles qui nous déçoivent, ce méchant qui ressemble un peu à notre père colérique. Et du coup, le film devient véritablement un vrai apprentissage de Wendy qui est malmenée par la vie et tout ça, et qui finalement deviendra adulte. Et je trouve que cette lecture est plutôt intéressante au final. Je mériterais même de le revoir en ayant cette idée en tête. Après, en dehors de l'histoire, je trouve que le film demeure une réussite visuelle totale.
Il y a des plans absolument sublimes. Je veux dire, l'un des plans du début, on voit Peter Pan qui est sur les cheminées des toits londoniens. Je trouve que ce plan est magnifique. Les décors sont très réussis. L'île du Crâne apporte une atmosphère vraiment glauque, mais très amusante. Et au final, même s'il perd un peu de sa magie, on a quand même envie d'y retourner vers ce film. Donc c'est que je pense que voilà, tout n'est pas encore perdu. Peut-être qu'à 70 ans, je trouverai que le film il va chier. C'est le moment où je fermerai mes yeux pour la dernière fois. C'est tellement triste. C'est vraiment le dernier film que tu veux voir avant de mourir. Pensez au papy de la pub Disneyland, et d'ailleurs, vous allez revoir l'extrait maintenant. Disneyland Paris, une journée de rêve. Prix basse saison, 120 francs pour les enfants, 150 francs pour les adultes. Rien que d'y penser, ça fait rêver. Non. Framerel ici. Mais voilà, je trouve que... Il est parti en mélo d'un coup. Oui, c'est très triste. Mais du coup, voilà, c'est un film que j'ai un petit peu déprécié, mais qui est finalement plus intelligent qu'on ne le pense, et je pense que c'est quand même très finement écrit. Donc, je pense que c'est vraiment l'une des œuvres les plus riches et denses à analyser de Disney. En plus, je trouve qu'il y a eu plein de théories depuis. Enfin, moi, j'en ai entendu quel personnage était Peter Pan. Il y a un peu l'image de Hook, le background du personnage. Enfin, du coup, il y a plein de choses comme ça qui viennent parasiter au final de Disney, je trouve. Et moi, du coup, ça m'a un peu freiné pour l'apprécier. Et pour revenir sur ta théorie du rêve, c'est vrai que Wendy, elle est allongée à sa fenêtre et à chaque fois que je la vois, cette scène, je me dis « Oh putain, c'était qu'un rêve ». Et après, il y a quand même cette histoire du bateau dans les nuages. Mais ce n'est qu'un nuage qui ressemble à un bateau. Oui, il ressemble beaucoup au bateau. On peut justement imaginer qu'elle a vu ce bateau en forme de nuage et que ça lui a donné une idée de... en rêvant. C'est l'ambiguïté aussi, c'est l'ambiguïté qui est mise à la fin du film, effectivement. Puis bon, par contre, cette théorie est complètement invalidée par la suite. Bah oui, il y a avec le 2. La suite n'existait pas encore, donc techniquement, c'est toujours voilà. poussé. Donc on ne peut ne pas en tenir compte, même si quand on en parlera de cette suite, je trouve que la séquence de retrouvailles est très touchante. Je vais découvrir complètement parce que autant Peter Pan. Tu n'as pas vu? Là, tu vas voir. Peter Pan, j'avais quelques idées, mais alors là, les suites Disney de manière générale, je n'ai rien vu, mais rien. Eh ben, tu peux donc t'imaginer que il y aura retrouvailles entre Peter Pan et Wendy. Ah oui, c'est assez touchant. Ouais. Eh bien, on va voir si cela va nous toucher. Et par contre, personne n'a d'explication sur pourquoi elle veut l'embrasser au bout de 2 minutes ou... Ah mais non, mais moi j'étais complètement dingue, j'avais complètement oublié qu'elle était comme ça, quoi. C'est qu'au bout de 5 minutes, elle est là, bon allez, on s'embrasse, et lui il est là, on se dit, oh boulot, ouais, y a pas de temps, faut qu'on y aille quand même. Et tout le monde trouve ça normal de recoudre une ombre aussi, ça fait des trucs lunaires. C'est je fais ça tous les matins, perso, après. Petit point box-office, c'était un petit succès, mais pas terrible. On espère que Disney va pouvoir remonter la pente d'un point de vue financier avec le prochain film de cette décennie. Vous voyez que j'ai directement dit ça risque d'être compliqué. En effet, on va parler d'un autre classique, peut-être pas aussi connu que Peter Pan, mais quand même, il y a quand même 2-3 scènes, notamment une que tout le monde connaît, je pense, absolument. Nous allons parler du film La Belle et le Clochard. Walt Disney Pictures vous invite à découvrir ou à redécouvrir un grand classique du dessin animé, La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, sorti en 1954 aux États-Unis et en 1955 en France. Attention, petit décalage comparé au dernier film. Là, il y a un léger décalage. C'est un film qui marque une étape assez importante, on va dire, chez Disney à cause de plusieurs choses. Déjà, c'est le premier film d'animation du studio à utiliser le format cinémascope, donc en 2.55.1 avec les bandes noires. Et c'est aussi le premier film à utiliser un son stéréo. En 4 voix, puisque on avait d'abord Fantasia qui avait tenté quelque chose en 1940 avec le Fantasound, c'était comme ça que ça s'appelait, mais peu de salles étaient équipées
pour cela. D'ailleurs, même pour La Belle et le Clochard, c'est encore un problème puisque La Belle et le Clochard étant proposé en cinémascope, il y a peu de cinémas qui là encore proposent cela. Donc ça a été retourné au format 1.37. Il y a 2 versions du coup. Voilà, il y a 2 versions qui existent dessus. Une version 1.37 et une version cinémascope. C'est ça. Mais la version la plus connue, la plus partagée, c'est la version cinémascope. Voilà. Enfin, pour finir, Cinéphage l'a évoqué juste avant, c'est le premier film distribué par Buena Vista Pictures Distribution, qui est une société qui est créée en 1954 par Walt Disney, qui du coup remplace RKO Radio Pictures, qui permet du coup de ne plus être dépendant d'autres groupes cinématographiques. La thune, globalement. Voilà, c'est pour ça. Après que j'ai donné ces quelques petits éléments de contexte, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Cinéphage ? Bien sûr, il faut savoir que quand même La Belle et le Clochard est sorti 1 mois avant quoi ? L'apparition de quoi ? Du parc d'attractions Disneyland. Donc, oui, donc année très 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 importante pour Disney 1955. Le projet de La Belle et le Clochard. Alors, c'est là qu'on va arriver dans une partie Disney sacré filou. Ça va devenir un jingle. C'est la première fois, donc Disney sacré filou. Voilà. Puisque il faut savoir que l'histoire de La Belle et le Clochard, techniquement, c'est le premier dessin animé long métrage avec une histoire originale Disney. Oui, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Puisqu'en effet, en 1937, l'un des animateurs travaillant chez Disney, Joe Grant, a l'idée de développer un long métrage sur sa chienne qui s'appelle Lady. Lady qui du coup est confrontée à 2 chats siamois et aussi à l'apparition d'un bébé dans la famille. Voilà, des ressemblances comme ça qui peuvent vous évoquer, je ne sais pas, le film. Oui. Et petit souci, c'est que cette histoire a été mise de côté parce que Disney disait ouais, c'est bien sympa, mais juste un chien comme ça super gentil, ça n'a pas marché. Et quelques années plus tard, Disney tombe sur une nouvelle qui s'appelle Happy Dan, écrite par Ward Green, et qui raconte l'histoire d'un chien un peu débonnaire, un peu qui vit dans la rue, qui se débrouille, qui survit. Le clochard. Et du coup, Disney se dit, attends une minute, Lady, le clochard, pouf, paf, excellente idée. Et le petit souci, c'est que Joe Grant, depuis le temps, il était parti de chez Walt Disney. Et du coup, Disney s'est dit, quand même, l'histoire a été faite chez moi, donc autant la reprendre. Et du coup, il a demandé à Ward Green, en 1953, d'écrire ce qui s'appellera le roman La Belle et le Clochard, qui du coup sera adapté. Du coup, on peut dire que la pré-production était déjà lancée. En fait, le roman n'était que finalement pour annoncer la sortie du film d'animation qui est arrivé 2 ans plus tard. Mais sur le film d'animation, vous remarquerez que sous le titre de The Lady and the Tramp, vous avez adapté d'une histoire de Ward Green et non pas de ce cher Joe Grant. Ce qui est un petit peu dégueulasse, mais Joe n'est pas très rancunier puisqu'il reviendra travailler chez Disney, en particulier dans les années 90, et donner de grandes idées d'animation, comme par exemple le principe des feuilles volantes autour de Pocahontas. Voilà, donc je dois une reconnaissance éternelle à cet homme. Voilà, la famille est encore un petit peu rancunière, mais bon, ils n'ont pas eu le temps de trop se venger puisque Disney est mort très rapidement. Mais donc voilà, c'était un peu la séquence Disney filou, surtout que au moment de la sortie du film, Disney allait sortir que Lady, ça venait un peu de la chienne qu'il avait eue et tout ça, et que lui aussi, il avait offert à sa femme une chienne dans une boîte à chaussures. Voilà. Ah, le mythomane, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, avec tout le respect que je dois, bien sûr. Première histoire originale Disney, on va dire, ça reste une histoire originale parce que si les studios Disney, si Joe Grant, tout ça, n'avaient pas coexisté tous ensemble, on n'aurait pas eu cette histoire-là. Tu as dit aussi que c'était la première fois qu'on avait le format cinémascope, que du coup on avait l'apparition de Buena Vista, mais le format cinémascope a entraîné un autre problème, c'est que, vu que c'était élargi comme cela, il fallait remplir l'espace. Et le problème, c'est que, pris de panique, beaucoup des plans, vous verrez beaucoup des plans où les personnages sont finalement juste espacés. En particulier sur la séquence très violente
très impressionnante de la ruelle avec le combat du clochard contre 3 chiens, et ben on verrait que les chiens qui les encerclent, ben finalement, ben il y a de l'espace entre eux. Hein. On pourrait limite s'enfuir très rapidement entre les chiens. Ce serait très pratique. Et dernière anecdote triste, mais à noter, que César devait mourir à la fin du film. Et d'ailleurs, on remarque, comme avait fait le montage, que on y croyait étant gamin que César allait mourir du coup du fait d'avoir été écrasé par la roulette de la fourrière. Et c'est Madame Disney qui n'y tenait pas, en disant que ça allait traumatiser les enfants. Je crois qu'elle n'a pas dû voir Bambi. Et du coup, elle a dit non, il faut que César survive. Et beaucoup de gens, de critiques, estiment qu'en fin de compte, César aurait peut-être dû mourir, puisque c'est un peu le reproche qu'on a à la fin de ce film-là, c'est que les gens, en sortant du film, ils n'avaient pas grand-chose de quoi discuter. Voilà. Très bien. Ouais. Ah, Mélanie ne semble pas être d'accord, je propose qu'elle commence de suite sur ce film. Qu'est-ce que tu as à dire sur ces gens-là qui ont dit qu'il n'y a pas grand-chose à dire? Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ils voulaient sortir de voir le film pour dire « Ah, il y a un chien qui crève, c'est rigolo, c'est ça ?» Non mais disons qu'en fait, que quand tu sors d'un film, généralement, t'as un truc que tu fais « Ah, t'as vu, ça, enfin, c'était dramatique, tu vois. » Genre, par exemple, tu sors de Bambi, tu fais « Ah, la maman de Bambi. » Et là, en fait, ça aurait été le moment en disant « Oh là là, c'est tellement triste, tout ça, la mort de César, machin. » Et ça se finit bien. Mais je noterais quand même que c'est très chelou d'avoir un film qui finit sur une blague sur la maladie d'Alzheimer, puisque César est là en disant oui, comme disait mon grand-père, et je vous ai déjà dit ce que disait mon grand-père, et là les chiots disent non, et là il fait eh ben je ne me souviens plus de ce que disait mon grand-père. Et là tout le monde éclate de rire, générique de fin, il va mourir dans très peu de temps, c'est le début de la fin, il est sénile. Arrête, je l'avais jamais vu comme ça. Tu te venges parce que j'ai pourri ton ours brun, là, je sais même plus comment il s'appelle. Bongo. Oui, Bongo. Non, mais c'est impossible de pourrir. Donc moi, La Belle et le Clochard, je l'aime beaucoup. J'ai toujours aimé l'ambiance qu'il y a dans ce film. J'ai toujours, de toute façon, de manière générale, je pense que je préfère largement le Disney avec des animaux. Où vraiment c'est leur petite histoire. Et du coup, là, ça parle que de chiens, donc... moi, ça me va. Et j'ai été surprise des émotions que j'ai ressenties en revoyant, du coup, La Belle et le Clochard. Je m'y attendais pas, mais j'avais envie de chialer souvent. Surtout qu'en plus, comment est traitée Lady par la tante, il y a plein de petites choses où tu trouves ça injuste pour elle et tout. Enfin, je me suis beaucoup attachée aux personnages, je pense. Et j'aime bien, tous les personnages qui fonctionnent ensemble. Ce questionnement sur la liberté, qu'est-ce que la liberté, la loyauté, le choix d'une famille ou pas. Je trouve ça c'est un super film qui a aussi ses moments un peu d'action et effrayants. Surtout sur la fin, ça s'enchaîne avec le rat. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper effrayant comme scène, voilà. Avec en plus une lady un peu transformée en mode vraiment chien d'attaque. Je trouve ça intéressant. Et puis cette course-poursuite, c'est justement César qui se met à hurler dans toutes les rues pour poursuivre la fourrière, le véhicule de la fourrière. Moi, c'est vraiment une scène qui me prend à chaque fois aux tripes. Parce que, je sais pas, il y a une sorte d'urgence à savoir... moi, en plus, je suis un peu dans la protection animale, donc c'est vrai qu'il y a une sorte d'urgence de sauver un animal qui va partir en fourrière et on sait comment ils finissent. Et voilà, du coup, ça m'a pris un peu aux tripes. Toute la scène aussi dans la fourrière avec les pauvres chiens qui hurlent à la mort. Et il y a quand même, du coup, ce côté dédramatisant avec la petite chanson qui fait du bien pour cette scène-là. Voilà, moi, je trouve que c'est un super bon film que je montrerai aux enfants sans souci, quoi, étant donné que ça finit bien. C'est tout bénef, ça montre l'importance de la famille, que certes, t'as peut-être moins de liberté, mais t'as ce collier, enfin, pour les chiens, en tout cas, t'as ce collier qui est à la fois source de prison pour certains, mais source de liberté pour d'autres. Elle le dit clairement, une des chiennes dans la fourrière, c'est le ticket vers la sortie, quoi, d'avoir un collier. Ça prouve qu'il faut aimer ces chiens qui font partie de la famille, et voilà. Je trouve ça très, très chouette comme film. J'étais un peu longue. Voilà. Non, mais c'est très bien. Mais ça prouve à quel point tu aimes ce film. Oui, je l'aime beaucoup.
Bah, à ton tour, Cinéphage, quel est ton avis sur La Belle et le Clochard? Moi, c'est un film d'animation que j'ai toujours bien apprécié. Étant gamin, j'aime beaucoup ce film. De part parce que c'est une belle romance, la séquence Belle la Notte est absolument sublime. Et d'ailleurs, on doit beaucoup au travail de Ewin Hurd, qu'on en reparlera un petit peu plus tard, puisqu'il est très important dans La Belle au Bois dormant. On lui doit toute la séquence de Belle la Notte. Et voilà, la séquence de nuit qui est très magnifique. Moi, j'aime bien ce mélange trépidant entre romance, action, avec pas mal de violence. Ce côté injustice, comme disait Mélanie, on s'attache tout de suite au personnage. Forcément, quand on adore les chiens, en plus, c'est immédiat. Et je trouve que, inévitablement, c'est un film qui marche très très bien, même encore maintenant. Le fait de suivre Lady de ses débuts, la première nuit, on a tous connu ça, où la première nuit de notre chien, bah, il pleurait parce qu'il voulait pas être tout seul. Et quand vous n'avez plus de chien, ça vous flingue la vie de penser à ces moments-là. C'est horrible, mais voilà. C'est encore une fois aussi, je trouve en termes d'animation, une réussite visuelle totale. Le choix du cinémascope est en plus, je trouve, totalement justifié par l'histoire, puisque finalement on est à l'échelle des chiens. On voit très peu de fois la tête des humains. Ils sont décapité. Mais du coup, cette idée d'avoir en plus cet écran très large permet vraiment d'accompagner le dynamisme des chiens. Quand ils courent, on les voit vraiment aller de gauche à droite. Je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur aussi de l'animation Disney. Bien sûr, il y a un côté sombre qui est encore très prégnant et on pourrait même se dire, est-ce qu'encore maintenant on oserait montrer certaines choses? Je ne pense pas, même si ces choses sont atténuées. La fourrière, voilà, on véhicule l'idée de la mort, mais juste en filmant des ombres, mais ça fonctionne quand même totalement bien. Les chansons sont intemporelles, Belle la Notte, Le Clochard, les chansons des Siamois, hein. Mais bon. Ah oui, ça rend pas hommage au chat. Hein, par contre, je suis pas d'accord avec la représentation du chat. Mais non, par contre, je déteste les chats siamois, donc en soi, ça me dérange pas. Voilà. Ils ont une mauvaise bouille. Par contre, t'as pas dit pour le making of, mais tous les hurlements de chiens, c'est fait par des hommes, enfin des humains, je veux dire. Oui, c'est un groupe. C'est pas le Meltdown, c'est le Melt. Je pourrais pas dire. Je me rappelle d'images d'hommes qui enregistraient des voix. Voilà, qui font du coup toutes les voix des chiens au moment où la chanteuse Peggy Lee chante du coup la chanson du clochard, mais il faut savoir que Peggy Lee a aussi fait la voix de Madame Darling et des Siamois. Donc voilà, c'était la grande star. Et d'ailleurs, quand vous voyez les making-of de cette star, on dirait une Marilyn Monroe très plantureuse, voilà, et qui avait un talent pour l'écriture, parce qu'elle a aussi écrit la plupart des chansons du film, coécrit. Donc, ouais, la Belle et le Clochard, c'est un film de son époque. Là, on est vraiment ancré dans les années 50. C'est un film qui est aussi un petit peu autobiographique pour Disney dans l'atmosphère du village, puisque c'est beaucoup inspiré de sa ville natale qui était Marceline, ville natale où passait un chemin de fer et un train. Danny le petit mouton noir, tout ça, voilà. Ah oui, non mais quand on sait ça, on voit que les idées reviennent. Mais voilà, je trouve que c'est un film d'animation qui ne manque pas de charme et qui, malgré les années, fonctionne toujours. J'aurais pas grand-chose de plus à dire, à part de dire que c'est remarquable et réussi. Eh bien, je pense que je vais vous rejoindre, mais en général, sur La Belle et le Clochard. Totale découverte de mon côté, du coup, hein, de nouveau. Et je dois avouer que moi aussi, j'étais pas mal touché par ce qui était raconté. Surtout le début, je trouve que les 10-15 premières minutes sont vraiment très très bonnes là-dessus, pour te montrer dans très peu de temps caractériser les personnages, le personnage de Lady, effectivement la scène un peu assez touchante où elle pleure dans la chambre, etc. Ça fonctionne très bien et c'est vrai que j'ai regretté que juste après il y ait une sorte de léger baisse de rythme jusqu'au moment où on va vraiment s'intéresser avec la relation qu'il a avec le clochard. Je trouvais ça un petit peu
c'est pas une grosse baisse de rythme, mais disons qu'on sent que c'est un moment où il va beaucoup plus parler avec lui, que l'histoire va prendre en épaisseur, va décoller. Mais ceci étant dit, dès que ça décolle, c'est très bien, surtout que comme tu l'as dit, Cinéphage, l'animation et ce format cinémascope surtout permet d'avoir quelque chose de très original dans les productions de cette époque et qui marque directement. Donc déjà c'est plutôt neuf et c'est plutôt cool. Et effectivement, il y a la scène, évidemment, que même sans avoir vu le film, on la connaît, la scène des spaghettis. Évidemment, que ça, c'est devenu un cliché, littéralement, des films romantiques. C'est une image très marquante. Et les paysages aussi m'ont beaucoup marqué. La scène où il y a le clochard qui montre à Lady sur la colline, la ville, et derrière les collines qu'il y a derrière, pour dire, est-ce que tu voudrais pas te vivre en liberté, etc. Enfin, il y a quelque chose qui marchait. D'ailleurs, montage évocateur. Ils sont en haut de la colline, ils regardent, fondu au noir, le réveil, ils sont côte à côte, on se dit qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit. Voilà. Beaucoup de gens y pensent. Et j'ai retrouvé juste le nom du groupe qui faisait les voix des chiens, c'est les Mellowmen. Mais effectivement, c'est un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, que je trouve très efficace et très mignon. Après, comme tu l'as dit, je dirais pas non plus que c'est l'œuvre qui sera la plus intéressante à analyser sur les différents aspects scénaristiques, parce que même si j'aime moins Peter Pan, clairement, je pense qu'il y a plus matière à analyser un Peter Pan que La Belle et le Clochard, parce qu'il y a des thématiques peut-être un peu moins poussées, mais ça veut pas dire pour autant que c'est mal fait, bien au contraire, hein. La simplicité, ça a du bon aussi, hein, de temps en temps, et en l'occurrence La Belle et le Clochard, c'est ça, c'est une histoire qui peut paraître simple, mais qui est maîtrisé à la perfection, très bien raconté, c'est mignon, c'est touchant, c'est parfois drôle. Juste, je regrette que la fin soit peut-être un peu trop facile, entre guillemets. Disons que justement, le fait que César devait, si j'ai bien compris, mourir à la base, justement, ça me choque pas parce que, certes, ça aurait été triste, mais ça me paraissait beaucoup plus logique par rapport à ce que le film voulait être initié, et le fait qu'on ait cette scène, alors à la limite, ils auraient dû la couper, parce que vraiment voir cette scène où il est quasiment presque mort, et d'un coup on le voit en vie sans aucune transition, ça fait que t'es un petit peu étonné, mais ça aurait peut-être ça aurait pas été un problème qui le fasse vivre dans tous les cas, juste peut-être une transition un petit peu plus subtile, quoi, montrer qu'il s'en remet un petit peu difficilement, ou je sais pas, mais bon, c'est les petits détails, je suis chiant. Mais t'aurais pas eu l'hurlement à la mort Mais c'est triste, hein. C'est un ami qui parle un peu comme ça. Oui, comment... C'est quoi son nom? J'ai oublié son nom. C'est Joker. C'est Joker. Bonjour Lady, comment vas-tu? Bonjour Lady, comment vas-tu? Voilà. Tu le fais trop bien. Ah, mais c'est pas besoin de clochard. Et moi j'aime beaucoup le personnage de Lady qui au final ne se laisse pas tant que ça embrigader par Clochard. Elle le suit un peu, mais alors en mode mais qu'est-ce que tu fais mec, pourquoi c'est n'importe quoi ce que tu fais, et en plus elle l'envoie balader comme il faut. Mais il y a un côté soap opéra total, quoi. C'est la rencontre de la fille des beaux quartiers et du bad boy. Elle est surprise de savoir qu'il a eu plusieurs conquêtes avant elle. Alors là, quoi. Du coup, il y a séparation. Ils sont en froid. Au final, le mec, il vient la sauver. Il vient la sauver, et du coup, il y a reconquête. Donc voilà, c'est totalement dans ce schéma-là, quoi. Effectivement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce... Aussi après, Cinéchaud t'a dit que la fin était un peu facile, mais en même temps, Darling et Jim qui rentrent, donc ça résout tout aussi, parce qu'ils ont l'intelligence de croire plus leur chienne que l'horrible temps. Oui, je trouve pas ça mauvais, là, cette fin-là en soi. C'est plus la transition sur la mort de César, où c'est un peu trop direct, hop là, tout va bien. Enfin, c'est un peu plus... amené, quoi, surtout que ça leur dérange pas de rajouter quelques minutes au film généralement, donc ils auraient peut-être pu rajouter 1 ou 2 minutes pour amener ça de façon, voilà. Un point box-office. Alors le film a été tout juste rentable. Ça commence à puer. En fait, disons que on se rend compte que dans cette période-là, Disney ne peut pas survivre qu'avec les revenus cinématographiques. Déjà, ils ont enclenché les ressorties assez rapidement des autres films, c'est-à-dire que dans les années 50, vous aviez déjà des ressorties de Blanche-Neige,
même dans les années 40, je crois qu'ils avaient même déjà ressorti Blanche-Neige. Et donc du coup, ils se rendent compte qu'il faut des ressorties pour que les films soient rentables, et surtout il faut du merchandising. Il faut aussi les sous-sous engrangés par le nouveau parc d'attractions. Donc voilà, la source de revenus cinématographiques, très rapidement finalement chez Disney, n'a plus été la principale source de revenus. Et ne l'est plus du tout, ne l'a plus jamais été, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il faut faire des films avec des animaux, parce qu'après tu peux vendre des peluches. Voilà. Ah bah ils ont compris ça. Ah ça ils l'ont compris. Ah, ça c'est sûr. On passe au dernier film de cette vidéo et on finit avec l'un des plus grands classiques de chez Disney, à savoir La Belle au bois dormant. C'est un grand classique Disney. Il était une fois, en vidéo, J'adore les histoires qui finissent bien. La Belle au bois dormant. Donc La Belle au bois dormant, sorti en 1959, aussi bien aux États-Unis qu'en France, et donc le 18e classique d'animation de chez Disney, en tout cas le 18e dans la liste des films sortis de chez Disney. Et Cinéphage, je te laisse nous raconter quelques petites anecdotes autour de ce film. Oui, alors La Belle au bois dormant, il faut savoir que le projet a été lancé en 1951, donc on va dire qu'il a quasiment occupé toutes les années 50 dans les studios Disney. Et pour Walt Disney, il met les bouchées doubles pour ce film. Il veut en faire son chef-d'œuvre, son grand film, sa pièce maîtresse dans sa filmographie. Et donc pour cela, il demande un scénario très resserré, pas d'intrigue secondaire. Il donne carte blanche à Ewin Earl qui définit du coup le style de tout le film, parce qu'en fait, je vous en avais parlé dans les films d'avant, la direction artistique était marquée par le travail de Mary Blair. Mary Blair a depuis quitté le studio, et Disney a un regret, c'est qu'il trouve que les travaux de Mary Blair étaient tellement formidables qu'il avait du mal à retrouver l'essence de son dessin, l'essence de ses travaux dans le produit fini. Et donc du coup, il se dit que pour ce film dont il veut vraiment que ce soit sa pièce maîtresse, il veut que Ewin Earl, du coup, s'occupe de tout, enfin vraiment chapeaute le tout de A à Z. Ce qui va créer énormément de tensions dans le studio, puisque certains des animateurs n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire, et trouvent que cette dictature de Ewin Earl est parfois assez pesante. Reste qu'on verra que le résultat est quand même assez dingue en matière de visuel. Aussi, on pourra noter que Disney veut vraiment mettre les bouchées doubles. Il n'y aura pas de musique à la Broadway. Il veut, pour le film, utiliser le ballet de Tchaïkovski, le ballet de La Belle au bois dormant. C'est pour ça que vous avez une musique absolument épique et sublime, très romanesque, et qui parle à tout le monde. D'un point de vue visuel, on retrouve du coup toutes ces impressions qui nous rappellent les tapisseries médiévales. Ça donne un cachet absolument unique à ce film d'animation. On a aussi une impression de relief grâce au format du Super Technirama 70. Voilà, ne me demandez pas la différence avec les autres, je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin bref. Mais en tout cas, on remarque que visuellement, le film a vraiment une impression de relief très poussée, très sublime, qui est même un peu au-dessus de l'ancienne technique qui a été du multiplane, quoi, qu'on superposait les fameux dessins. Côté coût, par contre, vu que c'est le chef-d'œuvre de Disney, on est à 6 millions, c'est-à-dire à l'époque, parce que ça va faire rire, le film d'animation le plus cher de l'histoire. Aujourd'hui, 6 millions, on a envie de dire, c'est même pas le budget Popcorn. Mais là, c'était quand même assez impressionnant. Il faut même prendre en compte l'inflation, parce qu'à mon avis, 6 millions de l'époque, ça doit être... Bien sûr. Un peu plus. Reste que le film a été tellement coûteux que ce sera le premier résultat négatif chez Disney depuis 10 ans. Et on considère que le film soit s'est remboursé de justesse, soit a fait subir à Disney 1 million de pertes. Mais bon, compte tenu de son budget immense, on va dire que les spécialistes ne considèrent pas le film comme un échec, puisque juste la tâche était beaucoup trop importante. Pour ce dernier film, je vais te laisser parler, Cinéphage, pour commencer. Qu'est-ce que tu en penses de ce classique que Disney a tant voulu faire en sorte que ce soit son plus grand chef-d'œuvre ?
Ben, je trouve que cette volonté de faire vraiment son, comment on dit déjà, son magnum opus est vraiment à chaque instant. Véritablement, c'est un film d'animation que je trouve extraordinaire, qui grandit en moi au fil des années. Je le trouve de mieux en mieux à chaque visionnage. C'est à la fois très romanesque, puisque Disney était vraiment attaché à ce côté romantique. C'est également très épique. C'est très sombre. Et véritablement, on retrouve toutes les qualités, tous les codes à la Disney, c'est-à-dire une chanson marquante, au beau milieu d'un rêve, des personnages drôles et attachants, les bonnes fées, et à côté de ça, une histoire d'amour, et surtout un antagoniste, mais là en l'occurrence une antagoniste d'anthologie, Maléfique, qui fait encore peur, même aujourd'hui. Guillaume fait son cinéma m'a encore avoué que des fois, quand il est tout seul dans le noir, il s'imagine Maléfique et il a peur. Vérité. Alors, il dénonce. Voilà, ça c'est fait. C'est cadeau. Mais bon, faut dire quand même que la musique était assez glaçante, le. Boum. Absolument flippant, mais non, mais c'est vrai que tu t'imagines toi tout seul dans ta baraque en te disant il fait noir, il y en a un qui te met cette musique là, moi je me pisse dessus, hein, ça, mais c'est sûr et certain quoi. C'est inévitable. Hein. Voilà. Enfin bref, pour moi, je trouve qu'il y a tout dans ce film. C'est absolument sublime, le cadre est magnifique, l'animation est riche, ultra détaillée, et voilà, je trouve que c'est l'un des meilleurs films d'animation Disney de tous les temps. Ce côté médiéval, on le ressent à chaque instant. C'est un chef-d'œuvre. Donc c'est plutôt positif dans l'ensemble. Ah oui, non, mais franchement, c'est l'un des films Disney où, pour le coup, j'aurais beaucoup de mal à lui trouver à en redire. Tellement je le trouve extraordinaire. Eh bien, peut-être que c'est le rôle de Mélanie aujourd'hui qui va peut-être être en désaccord, peut-être. J'avoue que je suis moins emballée que Cinéphage. Effectivement. Ça n'a jamais été un Disney qui m'attirait déjà petite. Je crois que j'ai dû le voir 2-3 fois petite et c'est tout. Comparé à d'autres films que j'ai regardés des centaines de fois, c'est vraiment pas ceux que j'apprécie le plus. Alors je suis d'accord pour le côté médiéval, je suis d'accord pour le côté romanesque, mais pour moi, ce qui relève le plus le film, c'est effectivement Maléfique et puis la scène de combat, quoi. Je pense que c'est la plus épique des films Disney avec des princesses, pour moi. J'aurais même envie de dire des films Disney tout court. Hein. Peut-être pas, il faudrait qu'on revoit tous, mais voilà, pour l'instant, l'une des scènes. Il y a quand même le Roi Lion, tout ça, le bossu de Notre-Dame, il dit oui, il y a quand même des jolis trucs, mais de ce qu'on a vu jusque-là, en tout cas, c'est quand même assez épique. Et j'avais pas souvenir que c'était aussi épique et j'avais souvenir aussi que c'était un peu plus sombre enfin, un peu plus sombre. En fait, par exemple, les épines, enfin les ronces qui envahissent le château, pour moi, c'était parce qu'il s'était passé 100 ans. Dans ma tête, c'était ça, dans mes souvenirs, alors que non, au final... oui, c'est dans le conte final. J'avais peut-être le souvenir du conte, mais voilà. Après, sinon, Aurore, elle m'énerve. Je trouve qu'elle a aucune saveur. Elle a aucune saveur. Non, mais... Elle est un peu rompiche, quand même. Et... Bah, dormant. Effectivement. C'est le personnage. Ouais, elle est nulle, elle fait que dormir. Mais non, mais même, elle est toute gnangnan. Enfin, il y en a eu d'après des princesses qui ont été enfermées pendant des années. Elle était pas aussi chiante, quoi. Et... Le pire, c'est qu'elle a pas été enfermée pendant des années. Oui, elle a été cachée, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai un peu de mal aussi avec le récit. Pourquoi enfermer sa gamine jusqu'à ses 16 ans, alors que jusqu'à ses 16 ans, justement, il ne censé rien se passer, puisque c'est à ses 16 ans qu'elle se pique. Donc, jusque-là, ils auraient pu garder leur fille. Enfin bon. Le côté histoire d'amour aussi, je tombe amoureux parce que je t'ai croisé au détour d'un arbre et je te demande même pas ton prénom et du coup, je sais même pas que t'es un prince ou je sais même pas que t'es la princesse cherchée. Enfin,
la princesse cachée, ça m'énerve aussi dans les princesses. J'ai pas demandé son prénom, tiens. Bah, c'est comme une amélioration par rapport au conte, parce qu'au conte, du coup, le mec a vraiment 100 ans d'écart avec elle, et juste il se rend compte quand il l'embrasse. Oui, bah. Là quand même, il y a ce truc, puis c'est vrai que ça fait, par contre, ça fait très vaudeville, avec ce quiproquo de, en fait, je suis amoureux d'un autre, en fait, ben oui, mais en fait, c'est con, parce que la personne avec qui t'es amoureux, ben, c'est vraiment celui qui tout ça. Et bon, c'est un peu cocasse, quoi. Cocasse. Moi, j'aime bien, c'est cocasse. J'aime bien les deux rois et tout, ils sont marrants. Bah, moi, j'ai trouvé la scène hyper longue sur les pères et que ça tranche énormément avec le style qu'on a pu connaître avec Aurore dans les bois et tout. Enfin, il y a un peu un décalage, en fait, entre les personnages princes-princesses et les autres personnages des fées et des rois. Ah oui, ils sont bien plus cartoon, bien plus drôles et... Ah oui, ils sont... bien je plus suis en d'accord couleur. Philippe, je sais où tu te caches. Et Aurore sont plus sérieux. Philippe. Je sais où tu te caches. Mais pareil, Maléfique dans son donjon, elle a une sacrée personnalité et au final, c'est mignon, là, ces Gugus un peu moches, ils servent à rien, il tranche complètement avec le style de Maléfique. Enfin, on dirait qu'il y a eu deux designers sur ce dessin animé. C'est un peu bizarre des fois le décalage. Bah, je pense que c'est là où certains animateurs ont quand même fait de la résistance et ont voulu faire leur propre style. Et Win Earl était vraiment sur quelque chose, je pense, de très... Après, voilà, je reconnais que le style est très... est particulier à ce film-là. On le reconnaît parmi tous les autres films et qu'il a quand même, il reste quand même un classique avec sa chanson qui reste en tête. Mais voilà, c'est pas du tout mes préférés. Et si je le revois pas avant quelques années, ça va pas me manquer du tout, quoi. Voilà. Ça va aller. Non mais ce plan, je repense à ce plan magnifique où pour moi c'est le summum de l'animation de Disney. C'est elle qui marche avec les animaux derrière sur un tronc d'arbre. En dessous du tronc d'arbre, tu as une cascade et tu te dis mais la beauté du plan, mais c'est sublime. Et vous allez le voir tout de suite. Voilà, ça c'est vrai qui est pratique. Il va me le retrouver. Peut-être. Non, oui, mais c'est sûr que tu vas le retrouver très facilement. Il est vraiment iconique, quoi. Il est vraiment sublime. Mais je rechigne pas ça. C'est juste, c'est pas. Non, je sais. C'est pas une thématique et il y a beaucoup de choses qui m'agacent dans ces genres d'histoires d'amour et voilà quoi. Heureusement qu'en fait il y a vraiment le côté méchant et sombre qui rattrape le truc, en tout cas pour l'adulte que je suis. Voilà. Très bien, bah écoutez, malheureusement pour Cinéfa, je vais plus être rangé du côté de Mélanie, je pense. Alors, disons que je peux pas lui enlever, le film a une aura assez unique. C'est le seul qui a ce style visuel. Déjà, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que notamment au niveau des décors et des paysages, c'est surtout ça qui m'a frappé, c'est absolument sublime. La façon dont il gère notamment le feu à un moment donné, il y a un plan sur un énorme brasier et la nuance des couleurs est vraiment assez magnifique. Alors, bizarrement, ouais, voilà. Et alors, ce qui est un peu dommage, c'est que par contre, l'animation est très belle quand ça s'attaque sur des décors, sur des trucs, etc. Ça fait presque penser à des vitraux, limite à des moments, tellement que la composition est magnifique. Je trouve que par contre, les visages sont bizarrement, ils sont régressés en style d'animation. Ça m'a paru assez bizarre, c'est que les décors et les paysages sont beaucoup plus impressionnants dans leur style, mais les visages semblent beaucoup moins naturels. Il y a pas mal de moments où je me suis dit... il y a un truc chelou avec son visage et la façon dont les yeux et les bouches sont et la bouche sont animés. Tapisserie avec les yeux un peu plus gros en fait au final. Pour ce qui est de la personnalité de la princesse, je suis d'accord qu'elle est un petit peu niaise à mon goût, surtout si on compare par exemple à Cendrillon. Je trouve que Cendrillon, elle était peut-être un peu niaise, mais elle avait beaucoup plus un caractère, quelque chose qui je trouvais était beaucoup plus naturel, beaucoup plus fort aussi dans la façon dont on représentait pas la même enfance, il est vrai, c'est vrai qu'on pourrait justifier là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, ce personnage-là d'horreur m'intéresse moins qu'un Cendrillon, par exemple, qu'une Cendrillon en l'occurrence. Donc c'est. Ah bah d'ailleurs, ce n'est pas le personnage principal au final. On pourrait même dire qu'il y a une dilution de la fonction. On change de personnage, ouais, ça souvent.
On passe des fées à la princesse, au prince, etc. Enfin, on alterne souvent. Donc c'est vrai que du coup j'ai pas pris énormément de plaisir à suivre ce personnage-là et même l'histoire d'amour en soi. Ceci étant dit, je pense que ce qui m'a beaucoup plu, c'est, vous l'avez dit, la bataille finale qui est assez impressionnante en effet, qui a presque pas pris une ride honnêtement, tellement que c'est visuellement et même dans le timing de la musique, de la scène, tout s'enchaîne de façon hyper fluide et la beauté de la musique, comme tu l'as dit Cinéphage, y aide beaucoup, hein, clairement ça rend le truc très épique et pareil, une méchante assez iconique. En fait voilà, c'est un film que je dirais pas que j'ai énormément apprécié pour autant, je trouve quand même que c'est un très bon film d'animation et surtout un film qui est assez unique dans l'histoire de Disney, parce que je pense pas qu'on reverra un film comme ça durant le reste de cette rétrospective. Et donc même si l'histoire en elle-même et ses personnages ne m'ont pas forcément galvanisé plus que ça, je dois lui reconnaître que ça m'a marqué, ça m'a quand même attrapé sur son style d'animation notamment. Donc je dirais quand même que malgré le fait que j'ai pas non plus adoré, c'est un très bon film d'animation, un très bon classique qui mérite ses lettres de noblesse, je dirais, parce qu'il a quand même apporté beaucoup, je pense, à Disney et au style et au genre de l'animation de manière générale. Voilà ce que j'aurais à dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose juste avant qu'on finisse cette vidéo ? Bah, on voit le pognon à l'écran, quoi. C'est ça, voilà, on voit et on va pas se mentir, on va atteindre, avec La Belle et le Bois dormant, en termes d'animation, on atteint un pinacle que le studio va peut-être réatteindre que dans la fin des années 80, en termes de beauté, vraiment impressionnante, quoi. Parce qu'après, on va revenir sur des budgets et des films beaucoup moins coûteux, et on en parlera dans la prochaine émission. Donc, on en a fini pour ces 5 films du jour, et je vais vous demander de me livrer votre top 3 et votre flop 3 actualisé avec ces nouveaux films dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors, je vais commencer très brièvement. Moi, le mien reste inchangé pour le moment, c'est-à-dire qu'on reste toujours sur un Pinocchio en 3e position, Cendrillon en 2e et Bambi en 1er. Pour l'instant, ça ne change pas de mon côté. Et en flop, tout pareil, ça n'a pas changé. On a La Boîte à musique, Melody Cocktail et Danny, le petit manteau noir. Donc tous ceux qu'on a vu aujourd'hui se situent, on va dire, dans la moyenne ou la moyenne plus, en l'occurrence pour La Belle au Bois dormant, qui est pas très loin du top 3. Moi, mon top va changer, c'est-à-dire qu'il y a La Belle et le Clochard qui passe en premier. Donc ça décale tout, ça fait La Belle et le Clochard en premier. Au pied du podium de mon côté. Bambi en 2 et Pinocchio en 3. Voilà. Et mon flop par contre ne change pas, c'est toujours Melody Cocktail, La Boîte à musique et Fantasia. Moi, on va commencer par ce qui n'a pas changé. Mon flop ne change pas, c'est toujours Mélodie du Sud en bon dernier, Melody Cocktail en avant-dernier et La Boîte à musique en avant-avant-dernier. Par contre, mon top change du tout au tout. Ah ouais. En 3e position, Cendrillon, que j'adore. En 2e position, Bambi, qui du coup était premier et descend du coup au profit de, pour moi, La Belle au Bois dormant, qui atteint la première place et voilà. Chef-d'œuvre quoi. Ouais, vraiment pour le coup là, le top 3 là, il va avoir du mal à changer avant un bon petit moment. Avant qu'un certain film arrive, quoi. Pas avant les années 90, quoi, sûrement. Oui. On va dire, globalement. Voilà. Eh bien, merci à vous deux pour cette nouvelle partie de rétrospective sur Disney. Dans 2 semaines, on se retrouve pour parler de 4 films, exceptionnellement, pas 5, mais on vous expliquera ça la semaine prochaine, c'est parce qu'il y a une symbolique derrière. Les 4 films dont nous allons parler sont ni plus ni moins que Les 101 Dalmatiens, Merlin l'Enchanteur, Mary Poppins et enfin Le Livre de la Jungle. Donc un très beau programme qui nous attend dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.